Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, bon, vous avez vu le dossier de l'hôpital HMR qui occupe beaucoup d'espace. Je vous invite à suivre les crédits aujourd'hui parce que se pose toujours la question, s'il y a une enveloppe de 15 milliards, l'enveloppe centrale pour des projets majeurs d'1 milliard et plus, deux choses l'une, soit le gouvernement nous dit ces sommes-là sont déjà engagées, il n'en reste plus pour HMR. Dans quel cas, il y a un devoir de transparence de nous dire où se sont envolées ces sommes-là, ou ces sommes ne sont pas engagées. Et dans quel cas, pourquoi ne déboursons pas, ne pas débourser les milliards pour le projet au complet dans HMR, étant donné que c'est le dossier le plus urgent, l'hôpital le plus vétuste et l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de besoins de la population. Mais c'est un ou c'est l'autre. Le gouvernement ne pourra pas se cacher très longtemps et va devoir faire montre de transparence dans ce dossier-là. On ne lâchera pas le morceau, vous vous en doutez. Je vais vous dire un mot sur ce qui se passe en Alberta. Daniel Smith se dirige vers un référendum et va laisser à la population d'en faire un sur l'indépendance. On sait que le Québec a une longue historique de revendication de son indépendance, portée par mon parti, mais qui a été un peu, dans les dernières années, mis en concurrence avec l'autonomisme. C'est la doctrine de François Legault, c'est la doctrine d'Éric Duhem. Quel geste frappant que de voir Daniel Smith en faire plus en matière d'autonomisme et de défense de sa propre province, de son propre Parlement, que de François Legault au cours de son mandat en entier. Attendez, je vais juste... Non, mais je vais vous en donner. N'ayez pas peur, je vais être généreux. Je vais être généreux. Donc, que ce soit de la CAQ ou Éric Duhem, les deux ont le même discours méprisant envers la défense des intérêts du Québec, méprisant envers le processus référendaire, les vieilles chicanes, ça ne sert à rien, on va faire des gros gains dans le Canada. C'est un peu malaisant de voir une autre province, puis je sais qu'on n'a pas les mêmes sujets, puis on n'a pas les mêmes positions là, entre l'Alberta et le Québec, mais ça demeure une première ministre qui décide de s'adresser directement au gouvernement du Canada en disant « Vous ne respectez pas notre démocratie, vous ne respectez pas nos choix financiers puis nos priorités, puis votre abus de pouvoir, je vais y répondre par des gestes concrets et non pas des petites tapes sur le coin de la table. » Donc, je le souligne et je souligne également que tout le narratif médiatique, respectueusement soumis, chers collègues, tout le narratif médiatique du regain du sentiment national canadien, qu'on a présenté ça comme une nouvelle sur la base d'un sondage où est-ce que l'indépendance du Québec avait chuté, je vous soumets très gentiment et respectueusement que lorsque ça remonte aussi, il faudrait le rapporter, parce que sinon, c'est un peu déséquilibré. Donc, le dernier sondage léger, on est à 40 d'appui à l'indépendance. Donc, lorsqu'on nous dit que c'est un vieux sujet et qu'on n'a jamais vu un tel élan d'unité canadienne, est-ce qu'on est dans le narratif, celui des lettres ouvertes de Jean Chrétien puis celui de Jean Charest, ou est-ce qu'on est dans l'information? Moi, je vous soumets que l'information la plus récente et la plus précise, c'est l'indépendance du Québec à 40 %, c'est la hausse de l'indépendance en Alberta, pour d'autres sujets, certes, mais sur la base du même principe, l'autodétermination d'un Parlement qui est tanné des abus de pouvoir d'un autre Parlement, qui en plus vient piger dans notre poche en échange de presque aucun service. Donc, je vous le soumets, si vous voulez le rapporter, c'est là, c'est dans le dernier sondage léger. Sur ça. Est-ce que je peux vous reposer ma question? Êtes-vous un peu jaloux de ce qui se passe en Alberta? Ben non, parce que nous, c'est ce qu'on fait. On incarne beaucoup plus que l'attentisme et le pessimisme caquiste. Donc, simplement, force est de constater que le discours d'unité canadienne qu'on nous sert, dans la réalité, c'est d'autres choses. Ce sont d'autres provinces canadiennes dont les enjeux de survie linguistique et culturelle ne sont pas en jeu, mais qui constatent quand même assez d'abus de pouvoir de la part du fédéral pour aller jusqu'à considérer un référendum sur leur propre indépendance. Donc, il faut juste prendre acte des faits et prendre acte du fait que le soutien au Québec pour l'autodétermination du Québec comme peuple libre, il est élevé. Et donc, il faut en prendre et en laisser quand on essaie de nous rentrer dans... Le geste de Mme Smith pourrait servir la cause souverainiste ici. Je pense que ça rend inopérant les discours méprisants envers la cause de René Lévesque et de Jacques Parizeau, qui est de consulter le peuple sur son meilleur intérêt. Parce que nous, quand on met de l'avant
que c'est correct de poser une question aux Québécois. Vous ne trouvez pas qu'on devrait décider par nous-mêmes au lieu de se faire prendre la moitié de nos impôts par un gouvernement qui ne nous représente pas puis qui souvent nous méprise? La réplique, souvent, de plusieurs faiseurs d'opinion, c'est pas tant les journalistes un certain commentariat, c'est de dire encore les mêmes vieilles affaires. Une espèce de mépris. Et là, il y a une autre province qui n'a pas ces enjeux d'existence linguistique et culturelle, mais qui considère quand même que le fédéral est complètement en dehors de ce que devrait être la Constitution. Juste pour préciser, vous appuyez donc l'initiative de l'Alberta de faire un référendum sur la souveraineté? Ah, bien sûr, peu importe le référendum qu'ils feront, là, parce qu'évidemment, c'est en construction, mais je suis totalement en accord avec des provinces qui se tiennent, qui sont loyales envers leur propre Parlement, qui sont capables de créer un rapport de force. Et c'est ça le mot-clé, rapport de force. Parce qu'ici, au Québec, on vient de passer un 7 ans déprimant où on n'a créé aucun rapport de force et on n'a obtenu aucune des demandes qu'on nous avait vendues à l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Donc, tant mieux si d'autres provinces sont capables de se tenir debout devant le fédéral et si d'autres provinces, peu importe nos divergences de point de vue avec ces provinces-là, sont capables de respecter leur peuple en disant « Moi, je vous sers, puis je vais vous poser des questions, puis vous me direz ce que vous en pensez. » Vous nous présentez des chiffres, M. Saint-Pierre-Plamondon, par rapport à l'unité canadienne. Moi, ma question, c'est... À l'indépendance du Québec, pardon. N'empêche que lors des dernières élections, les Québécois ont envoyé plus de 40 élus libéraux siéger ou siéger à nouveau à Ottawa. C'est pas le Bloc là, qui a tiré son épingle du jeu tant que ça, pour être bien honnête. Donc, c'est pas un message clair qu'en ce moment, je veux dire, c'est l'unité canadienne qui domine au Québec plutôt que l'indépendance. Bien, laissez-moi vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un biais dans votre question? Parce qu'on nous a répété tout le long de la campagne que c'était l'unité... Des résultats électoraux. C'est-à-dire que ça penche toujours du côté de l'unité canadienne. Puis moi, je vous dis, on a répété justement pendant toute la campagne, le narratif d'information, c'était l'unité canadienne est à son plus fort, puis l'indépendance du Québec est à son plus faible. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand le sondage suivant ramène à 40 % l'indépendance, on devrait minimalement rapporter cette information-là au même degré qu'on a rapporté l'autre information. C'est tout ce que je vous dis. Après, vous faites ce que, tu sais, je veux dire, je passe mon message parce que je trouve que c'est une information qui est pertinente sur le narratif. L'opinion de Mme Smith sur l'indépendance de l'Alberta est claire, là, c'est-à-dire qu'elle, personnellement, elle prône pour une position où l'Alberta reste dans le Canada. Elle accepte quand même de soumettre cette question-là aux électeurs. Est-ce que vous attendez, est-ce que c'est réaliste de penser que le premier ministre Legault pourrait faire une démarche comme celle-là? Bien, c'est comme le fameux référendum sur l'immigration qu'il avait lancé à des fins électorales pendant la campagne 2022. C'est comme plein de déclarations. À ce stade-ci, le niveau de confiance envers la CAQ et ses déclarations est à son plus bas. Ça ne reviendra pas. C'est triste, c'est dommage. Mais ce n'est pas la fin. Il y a une élection dans un an. Et d'autres provinces nous démontrent que non seulement le Canada a des enjeux qui touchent toutes les provinces en termes d'abus de pouvoir, mais surtout d'autres provinces sont capables de créer un réel rapport de force en disant, dans le cas de Mme Smith, je ne suis pas indépendantiste, mais si vous manquez de respect à ce point-là constamment, moi, je suis ouvert à consulter ma population sur ça. Ça créerait un rapport de force? En ce moment, clairement, elle crée un rapport de force que le gouvernement du Québec est tellement peureux, pour lequel le gouvernement du Québec est tellement peureux qu'il n'a pas été capable de faire en 7 ans. Elle a fait ça en quelques mois seulement. Donc ensuite, où est-ce que ça va déboucher? Moi, je ne suis pas un expert, puis je ne veux pas me prédire la politique en Alberta, mais clairement, il y a plus de loyauté en Alberta envers le Parlement de l'Alberta du côté de la première ministre qu'il y a de loyauté ici à Québec envers notre Parlement vis-à-vis un gouvernement fédéral qui abuse, qui empiète, qui vient de piger 800 millions de dollars dans notre poche pour faire des chèques électoraux. On n'est même pas capable de demander notre 800 millions. Ça nous a été pris dans notre poche. Moi, j'en reviens pas. Et si on avait juste la moitié de la cohérence que d'autres premiers ministres ailleurs au Canada, parce que Doug Ford aussi a démontré une capacité à se lever pour l'Ontario, si on avait la moitié de ce courage-là, peut-être qu'on aurait une chance de récupérer ce 800 millions-là. Peut-être qu'on aurait nos transferts en santé. Moi, je travaille pour le Québec, puis je trouve qu'on ne travaille pas assez fort pour le Québec. Dans votre introduction, vous avez parlé de la souveraineté. Vous avez inclus M. Duhaime dans le même discours que M. Legault sur l'autonomisme, évidemment par rapport à ce qu'il a dit
en fin de semaine dans Arthabasca. Comment vous voyez cette main tendue que M. Duhem lance aux bloquistes à la suite de votre sortie, justement, sur la stratégie du Bloc? Non, mais est-ce que vous n'avez pas prêté flanc, finalement, à ça de la part de M. Duhem en sortant publiquement contre le Bloc? Non, pas du tout. Éric Duhem va essayer. Il y a une dizaine de déclarations. D'ailleurs, on a commencé à relever les déclarations mensongères d'Éric Duhem seulement dans les 4 derniers jours. Là, on va faire quelque chose avec ça. Éric Duhem a un style peu rigoureux dont l'objectif est de faire du bruit. C'est une philosophie politique, c'est pas la nôtre. Nous autres, on a le cœur à bonne place, puis on prépare nos dossiers avant de se prononcer. Donc, il va essayer d'exploiter tout ce qu'il peut exploiter. Mais je ne fais pas de politique en fonction d'Éric Duhem, ça c'est certain. Mais il vous fait peur, visiblement. Il vous fait peur un peu là, dans Arthabasca. Ouais. Non, il n'y a aucune peur. Je ne sais pas où est-ce que vous relevez ça, mais il y a... Au même moment où il y a la campagne. Il y a une campagne. Vous attendez à ce que je ne fasse pas campagne. On démontre que Arthabasca est important pour nous. J'étais là, je serai là. Pascal Bérubé sera là. Et c'est une campagne qui nous tient à cœur. Et vous allez nous voir sur le terrain. Et, quel est votre principal adversaire dans cette course-là? Ben, c'est une lutte à 3, mais on va voir comment ça se dessine. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sondages qui vont nous permettre d'évaluer. Mais dans tous les cas, attendez-vous à ce qu'on mène une campagne qui nous ressemble, qui reflète ce qu'on a à offrir, c'est-à-dire la qualité de notre travail, notre sérieux puis notre loyauté envers le Québec. Et c'est un des points distinctifs. C'est pour ça que je le soulève ce matin. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de quelle est une des différences fondamentales entre le PQ et Éric Duhem, les conservateurs et la CAQ. C'est le service du Québec, la loyauté envers le Québec. Le discours d'Éric Duhem est méprisant envers le droit du Québec de faire valoir ses intérêts, consulter le monde, défendre le Québec contre Ottawa. C'est pas des vieilles chicanes. Allez-vous présenter votre candidat avant votre candidat, parce que là, on a Éric Duhem qui va être parachuté. C'est quand même une circonscription qui accorde beaucoup d'importance aux gens de la place. Là. Exact. Donc, je vous pose la question, quand est-ce qu'on va connaître votre... D'abord, Éric Duhem a le luxe d'être payé pour faire de la politique à temps plein. Le monde ordinaire, ceux qui envisagent de faire de la politique, ont des responsabilités professionnelles. Et soyez assurés, oui, il travaille de jour, il se lève tôt, il travaille fort. Donc, vous le connaissez, on sait c'est qui. Quand on aura une annonce à faire, on la fera, mais on n'a même pas de date pour l'élection partielle. Alors, ça, c'est la première chose sur M. Duhem. Ceci étant dit, vous avez parlé de l'ancrage local. Jacques Barry était là. Jacques Barry, qui est un agriculteur de ce coin-là, il nous a réitéré l'importance pour les gens. Je comprends que M. Duhem, c'est important pour lui d'essayer de rentrer à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que ça donne au monde de Victoriaville et d'Arthabasca? C'est que leurs enjeux locaux soient portés par quelqu'un qui les connaît et qui vit avec eux ces mêmes difficultés. Donc, alors, ça sera pas un parachuté, là. je ne dis pas ça, je dis que M. Duhem habite à Laval, pas à Victoriaville. Oui, mais le Parti québécois... On n'est pas prêt à faire une annonce. On va faire une annonce prochainement. Vous savez c'est qui? On va faire une annonce prochainement, donc toutes les questions, gardez-les. Et on va faire une annonce sur la candidature dans Arthabasca prochainement. Sur l'hôpital, je veux savoir ce que vous pensez du fait que là, d'un coup, alors qu'il va y avoir une partielle, il y a de l'argent pour l'hôpital. Magie. Il n'était pas au PQ. Magie. Il n'était pas au PQI. Le 17 avril, on apprend qu'il n'y aura pas de suite aux travaux, que les travaux sont suspendus pour l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et là, magie, on a une annonce sur Arthabasca. Écoutez, ce qu'on vous dit là-dessus, c'est qu'on va faire les suivis, on va le voir quand on va le croire, parce que c'est un gouvernement qui gère en fonction de l'humeur des sondages internes, qui manque de rigueur, c'est du bricolage. Donc, est-ce qu'on peut se fier à cette annonce-là? Est-ce qu'on pouvait se fier le 17 avril quand on nous disait que ça s'était suspendu? Sur la base de quels critères est-ce qu'on octroie en ce moment des projets? Vous avez vu la discussion sur HMR. Manque de rigueur. Et donc, Voter du bon bord. c'est un gouvernement qui a gagné sa dernière élection en faisant des chèques électoraux. Est-ce que vous êtes vraiment surpris qu'on politise l'enveloppe d'infrastructures? Donc, les deux seuls critères qui devraient guider un gouvernement, c'est à quel point c'est vétuste, à quel point c'est un besoin dans la population. Et ça devrait être ça, la liste. Puis, il ne devrait pas y avoir de considération à savoir mon calcul électoral me fait passer un projet avant pas à ces critères-là? Bien, oui, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en leur annonce dans la mesure où ils disaient l'inverse il y a un mois? Quelle confiance peut-on avoir? On va le voir quand on va le croire, puis d'ici ce temps-là, on va travailler à faire nos suivis. Pour finir sur M. Duhem,
Quel impact ça aurait s'il était élu à l'Assemblée nationale? Parce que là, vous avez quand même fait une attaque frontale contre lui ce matin. Non, attendez-vous à ce qu'il y ait une campagne à 3 dans Arthabasca. Vous allez poser des questions là-dessus et c'est de bonne guerre, puis on va y répondre. Ce sont 3 styles très différents, 3 philosophies. Nous, on a du cœur, puis on a de la rigueur à mettre de l'avant. Puis, chacun des autres partis mettront de l'avant leurs options. Son impact, c'est bien, parce que vous l'avez quand même critiqué en disant un peu qu'il ne faisait pas de la politique pour les bonnes raisons. Est-ce que vous appréhendez cette J'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est qu'au cours des derniers jours, plusieurs de ces affirmations sont absolument fausses. Puis c'est ça, c'est toujours attirer l'attention, mais c'est pas grave si ce qu'il dit. Qu'on ne parle plus des vrais sujets parce qu'il va faire du bruit. Nous, on va toujours faire de la politique en fonction de ce qu'on pense devrait être la politique. On laisse les autres faire de la politique comme eux le choisissent. Mais dans Arthabasca, vous noterez qu'on prend ça très au sérieux, on est présent, puis on veut la gagner parce qu'on pense qu'on va mieux représenter Arthabasca que le feraient d'autres partis politiques. Je veux ajouter quelque chose. L'automne dernier, on a fait une assemblée dans Arthabasca, d'accord? Puis il y avait 300 personnes. Je vous garantis qu'ils sont tous venus avec leur propre véhicule. C'est pas un autobus de Montréal ou de Québec qui les a apportés. Ils venaient tous du coin. Pas mal d'autobus qui étaient là, très bien, là, ça crée du tourisme politique, mais nous, ils venaient tous du coin et ça continue de s'additionner. C'est une observation que j'ai faite. Leur choix. Question, je ne sais pas si vos oreilles ont frisé en fin de semaine, M. Saint-Pierre Plamondon, mais c'était le débat du Parti libéral. Puis votre nom est revenu pas mal. Je dois avouer que j'avais le choix entre le Festival de l'érable de Plessisville et le débat du Parti libéral. Et j'ai choisi la tire d'érable. Elle était très bonne. Non, mais moi, donc, je ne peux pas vous faire croire que j'ai écouté le débat. Ben moi, j'ai choisi libéral. Je peux pas essayer de vous faire croire ça. Je suis très professionnel et très commis à ma job, mais pas à ce point-là. En fin de semaine, mais vous semblez être la principale menace du Parti libéral quand on écoute les candidats. Selon Mario Roy. Oui, Mario Roy, notamment, qui répète régulièrement votre nom. Vous les saluerez de ma part. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes seul au sommet, vous trônez au sommet des sondages, ou ce que vous faites, c'est bien, ou... J'ai pas écouté le débat du Parti libéral. Je mangeais de la tire d'érable à Plessisville. Je vous le dis bien honnêtement. Vous me dites que j'étais identifié comme... Comme une menace politique. Vous saluerez de ma part. Moi, je suis de bonne humeur. Puis le fait que Tony Tomassi soit là, ça vous dit quoi, ça? Lui, il y a des souvenirs à vous partager. En tout genre. Bien, écoutez, j'ai siégé avec Tony Tomassi, et puis ça me rappelle beaucoup l'action de Nicolas Girard sur les garderies privées. C'était un scandale important, donc on comprend le malaise au Parti libéral. Je m'arrêterai là pour dire que j'ai en blague posé la question, parce qu'il y a plein d'anciens libéraux qui reviennent. J'ai dit, oui, Tony Tomassi, bien, la Providence m'a apporté une réponse. J'aimerais ça vous poser une question sur l'identité numérique québécoise. On apprend que l'un des cerveaux informatiques d'Éric Kerr est maintenant en prison. Je voulais savoir ce que vous pensez et est-ce que ça pourrait faire craindre pour des données? Je vous demande ce que vous pensez. C'est une autre preuve flagrante de l'amateurisme de la CAQ, parce que c'est pas normal. Et votre question, j'ai pas de réponse, mais elle est fondamentale, donc elle devra être posée. Quel risque, c'est-à-dire à quelles données sensibles cette personne-là a-t-elle eu accès et quel impact sur la sécurité pour l'État? Moi, j'ai pas de fait en ce sens-là, mais on a besoin d'une réponse de la part du gouvernement parce que c'est amateur et ça peut avoir des conséquences très graves. On l'a vu pour certaines entreprises privées, là, quand tu as de la fuite de données puis de la fraude au niveau des données, les conséquences, là, ça va très, très vite. Donc, on veut au moins des réponses du gouvernement dans ce sens-là. J'espère qu'il n'a pas été en contact ou il n'est pas parti avec des données qui peuvent ensuite être utilisées frauduleusement. Ah, excusez-moi. Do you think they're trying to buy votes in Athabasca by promising the hospital? I think that there's no planification, no seriousness. It's the most random use of the infrastructure plan we've ever seen in the history of Quebec, because basically one day there's no project, the other day there's a project, and it depends on electoral considerations on the CAQ side. So what we're saying and what we'll do as a government, and note it, please note it, because that's what we'll do. We will create a ranking of projects based on 2 criteria. First, how old and in bad shape a building is. Second, how important in terms of needs for the population. And based on those 2 criteria, we'll have a list no matter where on the territory. And that's important to say
because it includes everywhere in Quebec. Fairness is the basis of trust. And right now, there's no trust. You can't trust that government.